Personne ne sait quand, comment, ni où il va mourir. En fait, ce n'est pas totalement vrai. Le 23 septembre 2002, il y a une jeune femme qui connaît ces informations. Malheureusement pour elle, si elle peut savoir tout ça, c'est parce qu'elle est à genoux. Et qu'en face d'elle, il y a des gens en train de creuser le trou dans lequel son cadavre va reposer définitivement. La situation est atroce. Cette jeune femme n'a aucun moyen de s'en sortir et ses derniers instants sont horribles. Alors comment une fille de 18 ans a pu se retrouver dans cette situation ? Que s'est-il passé ensuite ? Ce sont exactement les réponses que je vais vous apporter dans cette vidéo. Installez-vous. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, pour cette histoire, nous allons commencer par la fin de cette enquête criminelle. Ou presque, vous allez comprendre. En 2002, Rachel Burkheimer est une jeune femme de 18 ans. La vie n'a pas toujours été facile pour elle, mais ces derniers temps, cela va mieux. Rachel vit dans le comté de Snohomish, situé au sein de l'État de Washington, tout au nord-ouest des États-Unis. Et plus précisément dans la réserve amérindienne de Tulalip. Je sais qu'on a facilement un paysage avec des tipis qui vient en tête quand on parle de réserve amérindienne aux États-Unis. Mais si vous allez à Tulalip, vous allez surtout tomber sur un énorme casino. D'ailleurs, dans quasiment toutes les réserves, on peut trouver au moins un casino. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Et la raison est toute bête. Il y a plusieurs décennies de cela, la Cour suprême américaine a statué sur un litige immobilier. De ce jugement, est ressorti que les États n'avaient pas la compétence pour réglementer les activités au sein des réserves amérindiennes. Il y a eu des adaptations entre-temps, etc. Mais en gros, dans les réserves, on peut faire des choses normalement interdites dans l'État où elles se trouvent. Et les casinos en font partie. Pour Rachel Burkheimer, il n'est pas question de casino. Mais elle vit donc dans une réserve amérindienne. Et c'est là qu'elle a grandi. Le vendredi 27 septembre 2002, la jeune femme annonce à ses parents qu'elle doit rendre service à un ami, en le conduisant à l'aéroport. Le problème, c'est qu'en toute fin de journée, Rachel n'est toujours pas revenue. Évidemment, toute sa famille est extrêmement inquiète, et décide donc de contacter la police immédiatement pour signaler sa disparition. Mais pas seulement. Les proches se sont aussitôt mobilisés pour tenter de savoir où pourrait bien se trouver la jeune femme. Et ils ont placardé des affiches avec le visage de Rachel partout dans la région. Ils ont aussi questionné toutes les personnes susceptibles d'avoir des informations à son sujet. Bref, ils ont tout mis en œuvre pour la retrouver. Grâce à ce travail acharné, la police reçoit un nombre important de tuyaux. Sauf que, comme souvent dans ce genre de cas, il y a énormément de renseignements qui ne mènent à rien. Et les forces de l'ordre sont donc dans l'obligation de faire un tri. Sauf que, souvenez-vous, je vous ai dit que Rachel vivait dans une réserve amérindienne. Or, en général, ces réserves ne sont pas les coins les plus peuplés du pays. Beaucoup de personnes se connaissent. Et les informations qu'a reçues la police finissent par s'ébruiter. C'est ainsi que l'enquête sur la disparition de Rachel connaît un premier rebondissement. Une femme se rend directement au commissariat du coin. Elle se présente comme la mère d'un jeune homme nommé Jeffrey Barth. Cette femme indique aux policiers qu'ils devraient sérieusement prêter leur attention sur un véhicule en particulier. Plus précisément, une Jeep de couleur rouge appartenant à un certain Matthew Durham. Les enquêteurs écoutent attentivement les informations et retrouvent rapidement Matthew Durham, qui est un adolescent âgé de 17 ans. La police, qui espère toujours découvrir l'endroit où se trouve Rachel, ne perd pas de temps et interroge le garçon. Les inspecteurs n'y vont pas de main morte. Ils n'ont pas le temps. L'adolescent est complètement déstabilisé dans cette salle d'interrogatoire très froide. Le sergent Scott Fenter parvient ainsi à faire craquer le jeune suspect, qui décide de se mettre à table. Tandis que les agents face au jeune homme s'attendent à ce qu'il révèle l'endroit où se trouve Rachel, Matthew Durham surprend tout le monde. La Jeep a bien servi à transporter Rachel, mais pas que. Il y avait plusieurs autres personnes dans cette voiture. Tout ce beau monde s'est rendu dans les montagnes de la réserve pour y commettre un meurtre. Rachel a été tuée là-bas, et son corps repose toujours dans la nature. Au poste, c'est le choc. La jeune femme ne serait donc plus vivante, d'après les dires de ce garçon. L'interrogatoire se poursuit,
parce que Matthew a mentionné qu'il n'était pas seul lors du crime. Et le sergent Scott Fenter lui a bien fait comprendre que s'il n'en dit pas plus, c'est lui qui endossera une grande partie de la responsabilité de ce meurtre. C'est bien entendu un bluff de la part du policier. Cela ne fonctionne pas comme ça, mais ça marche sur Matthew. Il se met à paniquer. En moins d'1 heure, il parle et il annonce qu'il est prêt à aider les enquêteurs en les conduisant sur les lieux. Les forces de l'ordre se rendent donc sur un sentier, aux Cascade Mountains, à l'est du petit village de Gold Bar. C'est là-bas qu'il découvre une tombe peu profonde, avec des restes humains à l'intérieur, ceux de Rachel Burkheimer. Avec cette macabre découverte, l'enquête sur la disparition de Rachel se transforme en une investigation pour homicide. Maintenant, les enquêteurs ont bien l'intention de savoir ce qu'il s'est réellement passé et comment une jeune fille, a priori sans histoire, a pu finir enterrée dans les montagnes. Bien entendu, avec Matthew sous le coude, les forces de l'ordre ne se font pas prier pour le faire parler à nouveau. L'adolescent raconte alors ce qu'il s'est produit quelques jours auparavant, le vendredi 27 septembre. Ce qu'il a à dire est absolument épouvantable. Ce vendredi, un certain John Anderson lui aurait demandé de venir le chercher, ainsi que ses amis, puis de les conduire dans les montagnes. John aurait donné les instructions de la route à suivre au fur et à mesure, jusqu'à ce que Matthew s'engage sur un chemin de terre. Là, il a ordonné au jeune conducteur de s'arrêter. John est alors descendu avec les autres, avant de sortir du véhicule un large sac de sport qu'ils avaient emmené avec eux. Matthew n'a pas accompagné le groupe. Il a simplement vu ce dernier s'enfoncer dans les bois. Il a entendu John dire « Mets-toi à genoux », avant que des flashs n'apparaissent et que des détonations ne retentissent. Quand tout le monde est revenu au véhicule, John aurait dit au garçon qu'il n'avait pas intérêt à parler de ce dont il venait d'être témoin. Autrement, il connaîtrait le même sort, voire pire. À en croire le récit du jeune suspect, il n'y aurait pas moins de 8 personnes impliquées dans l'assassinat monstrueux de Rachel Burkheimer. Et parmi ces gens, il y a son petit ami. Rachel Burkheimer est donc née le 16 janvier 1984 à Everett, toujours dans le comté de Snohomish et toujours dans l'État de Washington. Un point marrant dans la vie de Rachel, c'est qu'elle n'a commencé à parler qu'à partir de l'âge de 3 ans. Si bien que ses parents ont d'abord cru qu'elle était née muette. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Et une fois qu'elle a commencé à prendre la parole, elle n'a eu aucun mal à s'exprimer. Au contraire, la jeune Rachel est même devenue une personne extravertie. Elle est agréable, tout le monde rigole avec elle, et ses parents l'adorent comme toute sa famille d'ailleurs. Son enfance se passe très bien. L'adolescence aussi, et la vie de la jeune fille est partie pour être remplie de bonheur. Au niveau professionnel, elle a enfin fait son choix. Elle veut être une technicienne médicale. Rien ne semble pouvoir arrêter Rachel. Mais un obstacle de taille va se dresser sur sa route. Un énorme chagrin. La mort de l'un de ses meilleurs amis, Corey Haynes. Au cours du mois d'août 2001, le jeune homme perd la vie tragiquement dans un accident de voiture impressionnant. Son véhicule a fait une sortie de route avant d'effectuer plusieurs tonneaux, ne laissant aucune chance au garçon et laissant son corps dans un affreux état. Ce tragique événement déchire le cœur de Rachel. Elle accroche des photos d'elle et Corey au mur de sa chambre, dans sa voiture, bref, partout où elle passe. C'est même une forme de dépression qui s'empare de l'adolescente qui semble totalement perdue. Le contraste entre son comportement avant et après l'accident est flagrant. Rachel est tout simplement triste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Corey et Rachel avaient une relation fusionnelle, non pas amoureuse, mais de l'amitié, à l'état pur. Les deux se confiaient l'un à l'autre. Ils se mettaient vraiment à nu. Ils n'avaient absolument aucun secret l'un pour l'autre. Il n'y avait presque pas un seul jour où ils ne se voyaient pas, ou alors ne se parlaient pas. La mort de Corey est à peu près similaire à la disparition d'un frère ou d'une sœur pour Rachel. Cet accident est une tragédie, mais l'année 2001 va être encore plus dure pour l'adolescente de 17 ans. Parce que dans les mois suivants, ce sont 6 autres amis de Rachel qui vont mourir, tous dans des circonstances horribles. Noyades, morts par balle, ou certains qui ont décidé de mettre fin à leur jour. Ces tristes nouvelles, qui s'enchaînent, minent le moral de Rachel, qui s'effondre de plus en plus. Elle se vide de sa joie de vivre. Cette vulnérabilité va la conduire sur le chemin de sa propre mort. Alors qu'elle voulait devenir technicienne médicale, Rachel finit par abandonner son projet professionnel. Ses parents remarquent bien qu'il faut agir, et l'emmènent donc consulter, afin qu'elle puisse s'exprimer sur ce qu'elle ressent. Malheureusement, le thérapeute ne semble pas être en capacité d'améliorer l'état d'esprit de Rachel.
qui continue de souffrir intérieurement. L'adolescente abandonne l'école finalement. Il y a bien une tentative de rescolarisation, mais en vain. C'est alors que Rachel décroche un emploi dans une pizzeria, Jimmy's Pizza and Pasta. À nouveau, sa tristesse l'empêche d'accomplir quoi que ce soit, et elle quitte son travail au restaurant également. Sa famille a beau tout tenter pour essayer de la faire aller mieux, rien n'y fait. C'est même l'inverse qui se produit. Rachel s'éloigne de plus en plus de ses proches, et trouve du réconfort, mais pas le genre qui aide réellement. La jeune fille se met à consommer de la drogue. Ses parents le découvrent, et essayent de la raisonner, en lui disant qu'elle doit essayer de se sortir de ce mauvais pas, en trouvant un travail et en restant à l'école. Son père, Bill, s'acharne à la remettre sur le droit chemin, mais chaque discussion qu'il entame avec sa fille conduit à une dispute violente, qui aboutit à chaque fois au même résultat. Rachel s'enferme ou quitte la maison familiale. Au bout d'un certain temps, Rachel se trouve un petit ami. Sauf que ce petit ami n'est pas vraiment le gendre idéal. John Anderson est une petite frappe du coin. Il est âgé de 20 ans à ce moment, mais il a déjà passé plus de temps en prison qu'en liberté. Et le voici dans un gang à nouveau. Un gang de toxicomanes et de voleurs, qui vient tout juste de se former et qui se nomme The Northwest Mafia, la mafia du Nord-Ouest en français. Le fonctionnement de ce gang est très simple. Il faut dire qu'on n'a pas forcément affaire à des prix Nobel. En gros, ils volent de la drogue, pour ensuite la consommer en partie et revendre le reste. Voilà le business plan de ces génies. Mais comment Rachel a-t-elle pu finir dans les bras d'un tel personnage ? Au fond d'elle, elle devait savoir qu'elle n'avait pas vraiment trouvé la perle rare, parce qu'elle n'en parle pas à ses parents. Mais ils finissent tout de même par découvrir la relation de leur fille, grâce à une facture de téléphone. Une facture d'un montant très élevé, dont la plupart des frais proviennent d'un établissement pénitentiaire. La relation qu'entretient Rachel avec John est absolument malsaine, dès le départ. Parce que oui, vous le savez, certains pervers narcissiques sont attendrissants au début, et ne deviennent toxiques que par la suite. Mais pas dans ce cas. John Anderson est immédiatement une pourriture avec Rachel. Il la traite mal, il est possessif et hyper jaloux. Depuis sa cellule, il lui écrit des lettres pour la dissuader de parler avec d'autres garçons, et lui fait des scènes gigantesques. Il dit clairement dans ses lettres qu'il serait capable de tuer rien que pour rester avec elle. Et ses écrits, Bill, le père de Rachel, les lit. Il est bien sûr très inquiet et demande à sa fille de ne plus fréquenter ce jeune homme, à l'évidence instable et potentiellement dangereux. Mais à chaque fois, Rachel lui répond qu'il est un gentil garçon, qu'il n'est pas comme ce que les gens pensent, et qu'elle voit quelque chose de spécial en lui. Spécial ne veut pas forcément dire bon, parce que John Anderson est un criminel. D'ailleurs, une fois sorti de prison, Rachel va renouer avec sa personnalité violente. John, aussitôt après avoir été libéré, rejoint Rachel. La première chose qu'il fait est de renifler les vêtements ainsi que les cheveux de sa petite amie pour savoir si elle a fréquenté d'autres hommes. Peu après ces retrouvailles, Rachel est couverte d'hématomes. Ils sont l'œuvre de son petit copain toxique. Sa sœur remarque les traces de coups sur sa peau, mais Rachel ne veut pas en parler. Il n'en demeure pas moins qu'elle vient de comprendre que John Anderson est capable de lui faire du mal, beaucoup de mal. Et à présent, elle a peur. L'année 2002 vient de commencer, et la relation entre Rachel et John est toujours aussi toxique. Malgré ses craintes, la jeune femme de 18 ans reste en couple avec son petit ami, qu'elle ne parvient pas à quitter. Il faut dire que ce dernier est un sacré manipulateur. Vraiment, il sait comment jouer sur la corde sensible avec Rachel, qui est moralement dévastée depuis plusieurs mois. John, comme de nombreux pervers narcissiques, offre le minimum d'attention et d'amour pour que la personne manipulée ne finisse jamais par le quitter. Entre les deux, cela dure ainsi de nombreux mois. Et cela conduit à l'automne 2002. Chaque être humain possède ses limites. Rachel ne fait pas exception. L'attitude de John commence à l'épuiser à tel point qu'elle envisage de mettre un terme définitif à leur relation. Le temps faisant bien les choses, la jeune femme a commencé à se remettre du chagrin qui la hante depuis presque plus d'un an. Les menaces constantes de son petit ami l'agacent. Elle reprend petit à petit ses esprits et réalise que John Anderson est un handicap dans sa vie. Ce réveil fait plaisir aux parents de Rachel, qui attendaient ce jour depuis un long moment. Leur fille redevient celle qu'elle était auparavant. Cette joie de vivre qui la caractérisait est en train de renaître en elle. En fait, derrière cette amélioration, il y a une personne, un jeune homme de 18 ans également, qui s'appelle Maurice Rivas. Il fait aussi partie du gang, sauf qu'il est un peu différent des autres membres.
Parce que, tout comme Rachel, il aimerait s'éloigner de cette ambiance malsaine qui ne peut que finir en désastre tôt ou tard. Rachel s'est alors sentie soutenue en quelque sorte. Même si Maurice n'a pas réellement une histoire identique à celle de son ami, lui aussi a connu des temps difficiles. Il a grandi dans un foyer, avant d'être placé dans une famille d'accueil, et il a rapidement sombré dans la délinquance. Mais au fond de lui, il aimerait quitter cette spirale négative. Et avec Rachel, ils ont décidé qu'ils y arriveraient à deux, en retournant à l'école notamment. Mais bien entendu, vous vous y attendez, une personne va se dresser sur le chemin de la rédemption que souhaitent emprunter les deux amis. Et cette personne, sans surprise, c'est John Anderson. Quand il apprend que Rachel veut abandonner le gang, mais surtout le quitter, il fait des pieds et des mains pour la récupérer. La jeune femme réussit à s'opposer durant un petit moment, mais rapidement, elle craque et se fait à nouveau envoûter par son petit ami toxique. La relation reprend, pour une courte durée évidemment, dans la mesure où John fait du John, c'est-à-dire qu'il empoisonne la vie de la jeune femme, qui le quitte alors. C'est à ce moment que Rachel flirte avec un autre membre du gang, sous les yeux désabusés de son ex-petite amie, dont la jalousie le ronge intérieurement au point de préparer un plan monstrueux. Avec une main, il montre qu'il est grand seigneur, qu'il est fier et que cela ne l'atteint pas. Avec son autre main, il conspire en secret pour monter les autres membres du gang contre Rachel. Il raconte à qui veut bien l'entendre que son ancienne petite amie est en fait une balance. Elle répand les secrets du gang autour d'elle, ce qui est très dangereux pour les membres qui le composent. En faisant cela, John Anderson vient de lancer une machination qui n'a qu'un seul objectif, la mort. Le 23 septembre 2002, Rachel se rend à une fête dans une maison d'Everett. Là-bas, il n'y a que des membres du gang. Si la jeune femme s'y rend, alors qu'elle a bien l'intention de quitter le gang, c'est pour faire croire qu'elle est encore avec eux. Si elle se donne tant de mal, c'est parce qu'elle a eu vent des rumeurs selon lesquelles elle ne serait plus fidèle au groupe. Et pour calmer le jeu, elle s'est dit que venir à cette soirée serait une bonne idée. En plus, Maurice, son ami du gang, est aussi de la partie. Alors, Rachel est rassurée. Même s'il y a un peu d'appréhension du côté de la jeune femme, eh bien en réalité, cela se passe très bien. Pour une simple et bonne raison. John est absent. Or, il est l'instigateur des mensonges à l'égard de Rachel. Les autres membres du gang, en réalité, n'ont pas raison de lui en vouloir. Alors l'ambiance est bonne, mais cela va vite changer. Parce que John rejoint le groupe un peu plus tard. Et quand il arrive, il peut voir tout ce beau monde s'amuser et rigoler. C'est intolérable pour lui. D'un coup, l'atmosphère devient pesante. John est agressif. D'autres membres du gang répondent. Et une altercation générale éclate. Des jeunes sont pris à partie par le leader de cette mini-organisation criminelle. Des armes sont sorties. La situation est à deux doigts de dégénérer. Rachel assiste à ce spectacle. La jeune femme sait qu'elle se trouve dans une poudrière. Et celui qui tient le briquet est un pyromane. Comme visiblement elle est un poil plus intelligente que les mononeurones qu'elle fréquente, elle prend la décision de s'en aller de cette maison fissa. Une initiative qui va toutefois rapidement tomber à l'eau, lorsque John va remarquer sa tentative de fuite. Rachel est brutalement agrippée par les cheveux. John la jette ensuite au sol. Il la frappe violemment au niveau du visage. Il entraîne avec lui deux autres jeunes du gang pour un passage à tabac de la pauvre victime. Rachel est impuissante. Ses ennemis sont trop nombreux. Elle n'a aucune chance de s'en sortir en combattant. Alors elle crie de toutes ses forces, en espérant que le voisinage sera alerté. Seulement, ses agresseurs augmentent le son de la chaîne hi-fi présente dans la pièce pour couvrir les appels à l'aide de leurs victimes. Après l'avoir rouée de coups, les membres du gang traînent Rachel jusque dans le garage de la maison. Là, ils bâillonnent la jeune femme à l'aide de rubans adhésifs. Ils attachent ses mains également. Rachel est à leur merci. Une fois maîtrisée, le gang a le temps de discuter de l'étape suivante. Que doivent-ils faire de celle qui les aurait trahis? La punir en l'agressant sexuellement à tour de rôle? Obtenir de l'argent en demandant une rançon pour faire tourner la boutique? Le choix est difficile manifestement, parce que les garçons décident de réfléchir plusieurs heures en mangeant de la pizza devant la télévision et en fumant de l'herbe. Sauf que la soirée va se compliquer pour les jeunes agresseurs. Trissa Conner, la propriétaire de la maison mais aussi la petite amie de Youssef Jihad, l'un des membres du gang, rentre chez elle. Évidemment, elle n'a aucune idée de ce qui est en train de se dérouler entre ses murs. Et quand elle voit la pauvre Rachel attachée et bâillonnée dans son garage, elle devient folle. Elle attrape un couteau et décide de libérer la prisonnière.
Seulement, il est hors de question qu'elle le fasse. Si elle libère la jeune femme, tout le gang aura des problèmes. Elle est menacée de mort par la bande. Comprenant qu'elle risque de se retrouver aux côtés de Rachel, elle se ravise. Mais elle n'a pas l'intention d'abandonner aussi facilement. Elle saisit son téléphone pour contacter la police. Cependant, rebelote. Elle est menacée. Les membres du gang comprennent qu'ils ne peuvent plus rester à cet endroit, sans risquer d'être arrêtés. C'est alors que Matthew Durham a mis à disposition sa Jeep, que les garçons ont placé Rachel dans un grand sac de sport avant de la charger dans le coffre et de prendre la route des montagnes. Ce qui est affligeant, c'est que dans ce véhicule, il y a John Anderson, Matthew Durham, John Whittaker, un membre du gang, et surtout Maurice Rivas, l'ami de Rachel, celui avec qui elle aurait dû quitter le groupe. Au bout du compte, ce dernier ne vaut pas mieux que les autres, parce qu'il n'a jamais essayé de sauver Rachel, et au contraire, il a même décidé de suivre le mouvement. Pire, Anderson, Whittaker et Durham ont même laissé Rivas seul avec Rachel le temps d'aller récupérer des pelles afin de creuser la tombe dans laquelle ils allaient enterrer la victime. Et Maurice Rivas n'a, à aucun moment, envisagé de sauver Rachel. Il l'a tranquillement surveillée en sachant ce qui allait lui arriver. Parce que oui, à ce stade, les 4 ravisseurs ont fait leur choix. La jeune femme doit mourir. Pourtant, elle a essayé de le supplier, de lui dire qu'elle allait être tuée ici et qu'il était son dernier espoir. Mais Maurice Rivas n'a pas vacillé, ne montrant aucune compassion. Les 3 autres agresseurs sont donc revenus avec les pelles et ont commencé à creuser. Mais Rachel pleure, crie, alors qu'elle est encore enfermée dans le sac de sport. C'est alors qu'Anderson la brutalise en la rouant de coups avec la pelle. Après plusieurs minutes, ils amènent Rachel à l'endroit où la tombe est en train d'être creusée et ils la laissent assister à ce spectacle terrible. Cette jeune femme peut littéralement voir la mort venir. Rachel est ensuite déshabillée. Tout lui est retiré, y compris ses bijoux. Elle fait alors une demande. Elle souhaite pouvoir marcher dans sa tombe. Par dignité, elle ne veut pas être traînée. Cela lui est accordé et elle se place donc à l'endroit où elle doit être exécutée. John Anderson lui ordonne ensuite de se positionner face contre terre. Mais Rachel décide de rester à genoux et de prier. Anderson dégaine un pistolet et tire à 6 reprises sur son ex-petite amie, la touchant au niveau de la tête et du dos. Rachel meurt sur le coup après avoir été exécutée. Naïvement, ces tueurs ont dû croire qu'ils s'en sortiraient, mais pas du tout. La police les tient désormais, et ils vont devoir rendre des comptes auprès de la justice américaine. En octobre 2002, le corps de Rachel est découvert. Après les aveux de Matthew Durham, l'arme du crime est repêchée dans un étang du coin. Les habits partiellement brûlés de la victime sont aussi mis sous scellé, comme pièce à conviction, dans cette affaire de meurtre. La police met également la main sur les pelles qui ont servi à creuser la tombe, le rouleau de ruban adhésif qui a permis de bâillonner Rachel et de l'ADN de la victime prélevé dans la Jeep. En tout, ce sont 8 suspects qui sont interpellés pour le meurtre ou la participation au meurtre de Rachel Burkheimer. Évidemment, une autopsie est menée sur le corps de la victime. Et il semblerait que Matthew Durham n'ait pas tout révélé aux enquêteurs, dans la mesure où des traces d'agression sexuelle ont été relevées par le médecin légiste. Matthew Durham, d'ailleurs, a bien failli réussir son coup, en se faisant passer pour un simple conducteur qui ne savait rien. La vérité, que les policiers découvrent grâce aux interrogatoires qu'ils ont menés sur l'ensemble des suspects, est la suivante. Matthew Durham était bien présent à la fête, mais surtout, depuis le départ, tout était prémédité. Parce que oui, les enquêteurs ont trouvé étrange que personne ne s'en prenne à Rachel le soir où elle s'est rendue dans cette maison, pour essayer de calmer le jeu. Anderson avait bien fait comprendre qu'elle avait mis le gang en danger, en parlant de ses activités. Alors, pourquoi les jeunes auraient-ils fait comme si de rien n'était ? Tout simplement parce que cela faisait partie de la machination, pour mettre en confiance leurs victimes. Réellement, les membres de ce gang ont vraiment cru avoir mis en place le meurtre parfait. Sauf que non, les enquêteurs ont réussi à reconstituer le crime dans ses moindres détails. Tout est prouvé. Et surtout, la participation de chacun est très claire. En 2003, c'est donc un procès concernant l'homicide de Rachel Burkheimer qui s'ouvre. 8 personnes sont jugées. 5 des accusés acceptent de plaider coupable à condition de témoigner contre 3 autres, considérés comme les tueurs de la jeune femme. Nathan Lovelace, l'un des jeunes présents dans la maison, est condamné à 30 jours de prison.
Tony Williams, un autre jeune, est condamné à 9 ans d'emprisonnement. Jeffrey Bart, qui a le même statut, écope de 10 ans d'emprisonnement. Ces derniers ont frappé Rachel quand elle se trouvait dans la maison, et sont donc condamnés pour ce motif. Matthew Durham, le premier suspect arrêté dans cette affaire, et Maurice Rivas, le faux ami de Rachel, sont tous les deux condamnés à purger 26 ans derrière les barreaux. Ces 5 personnes ont toutes témoigné pour faire tomber John Anderson, John Whittaker et Youssouf Djihad. Les 3 sont reconnus coupables de meurtre avec préméditation. Anderson évite de peu la peine de mort. Cependant, il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le même sort est réservé à John Whittaker, parce qu'il a participé au même niveau qu'Anderson, en étant réellement son bras droit de bout en bout. En revanche, Youssouf Djihad s'en sort avec une peine de 37 ans d'emprisonnement pour son rôle dans le meurtre de Rachel. Notez que le procès a été particulièrement désagréable pour la famille de la victime, notamment à cause de l'attitude arrogante de John Anderson, qui s'est permis de narguer les proches de Rachel durant l'audience. Il souriait, ne prenait pas la procédure au sérieux, et s'est même permis de faire un clin d'œil au père de la fille qu'il avait tuée. Quoi qu'il en soit, ce psychopathe ne sortira plus jamais, tout comme son acolyte, et c'est une très bonne nouvelle pour la société. Malheureusement, cette peine exemplaire ne fera pas revenir Rachel, qui ne méritait évidemment pas un tel sort. Voici pour cette histoire tragique. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « trahison » en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en bas. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.